Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalide 6. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Bonjour Michael Monnier, ravi de t'accueillir sur Chrysachille pour cette série d'interviews inspirantes. Tu es auxiliaire de vie et aujourd'hui tu vas nous parler de ce métier. Un sujet essentiel également pour notre audience. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Oui, bonjour. C'est Mickaël Monnier, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire en me présentant? Je suis auxiliaire de vie. Ça fait, je sors ma quatrième année là, de ce métier-là. J'ai fait d'autres métiers auparavant et j'en ai plus de plaisir, donc j'ai arrêté. Et j'ai découvert ce métier-là par dépit, on va dire, au début. Enfin, c'était pas un choix. Mais ça m'a pas dérangé de le faire. Et après, il y avait de la demande. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Bah justement, tu parlais de tes anciens métiers. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et c'est quoi ton parcours pour en arriver là? Ah, j'habite en Savoie, mais j'étais en Normandie avant. Et mais bon, mes études, ça a été, j'ai arrêté l'école tôt. C'était pas ma tasse de thé en fait. Donc, je suis parti en apprentissage. J'ai fait un CAP carreleur mosaïque que j'ai eu. Après, là où je travaillais, ils faisaient de la maçonnerie. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre une autre corde à l'arc. Et du coup, j'ai fait un BP maçon en candidat libre, que j'ai eu aussi. Après, j'ai bossé dans de différentes entreprises, en fait, dans le bâtiment. Et, il y avait tout le temps des petits chantiers comme ça à côté, le week-end. Et plus ça allait, plus ça prenait de l'ampleur. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et du coup, j'ai créé mon entreprise. Et j'ai bossé dedans plusieurs années. Après, j'ai eu des soucis de santé. J'ai eu 2 hernies discales dans le dos, en fait. Discales. Et, et du coup, j'ai eu une première opération. J'ai passé quelques mois à guetter. Et quelques années après, il y a une deuxième hernie qui est revenue, qui a elle aussi éclaté, mais qui a fait des dégâts dans le dos, en fait, qui a touché le nerf sciatique et d'autres petites choses. Et du coup, on m'a déconseillé de reprendre ce métier-là. Et du coup, j'ai arrêté. Je suis parti en restauration, commencé en tant que commis de salle. Et j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai fait ça pendant 12 ans, la restauration. Et j'ai commencé tout en bas, là, commis de salle, et j'ai fini c'est petit à petit jusqu'à finir avant le Covid, adjoint directeur de salle. Et, et du coup, j'aurais dû, s'il n'y avait pas eu ce Covid, passer directeur de mon patron avec 4 restaurants. Il allait en acheter un cinquième. Et, et il voulait que je sois directeur de ce cinquième restaurant. Sauf que moi, je me séparais de la maman de mes enfants. Et du coup, j'ai traversé la France pour venir en Savoie. Donc, j'ai décliné son offre pour devenir directeur de ce restaurant, en fait. Après, il y avait le Covid, donc on n'avait pas le droit de travailler. Les restaurants étaient fermés. Ensuite, ils ont réouvert les restaurants, mais il fallait un pass sanitaire ou être vacciné, machin. Et moi, j'étais contre ça, donc je suis pas retourné travailler.
comme je viens de dire, j'étais en pleine séparation avec la mère de mes enfants, et mon père qui était en fin de vie également. Et du coup, je suis pas retourné travailler. J'ai appelé le patron, je lui ai demandé une rupture conventionnelle. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, j'allais coûter trop cher. Mais du coup, il n'a pas été méchant. Il m'a dit, si tu veux, il y a une faille dans le système. Tu fais un abandon de poste et comme ça, tu perds pas tes droits et moi, ça me coûte rien et toi, tu as le temps de te retourner avec tes acédiques, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un abandon de poste et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce métier d'auxiliaire de vie D'accord. en m'occupant de mon papa, en fait, qui était en fin de vie. C'est la question que j'allais te poser. C'est ce que c'était dû au fait que ton papa justement était en fin de vie qui t'a donné cette inspiration, quoi. Bah, en fait, il y avait ma sœur qui habitait déjà en Savoie. Il y avait un infirmier qui passait tous les jours chez mon père, mais mon père avait un cancer des os et il était tombé. Il avait tout le côté gauche, pardon, tout le côté gauche qui était, il n'y avait plus un os qui était, il y avait des fractures de partout en fait, surtout son côté droit, c'était plus des os, c'était des bouts de verre. Et donc, bah, compliqué pour aller aux toilettes, machin, là, et l'infirmier, il pouvait pas passer ses journées chez mes parents en fait. Et donc, ça a été l'occasion que moi, je passe les journées chez mes parents pour m'occuper de mon père. C'est comme ça que je suis arrivé dans ce métier. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi la vision actuelle que tu as sur l'accompagnement des personnes âgées? Bah, en fait, il y a des auxiliaires de vie qui vont faire très bien leur travail et d'autres qui vont le faire un peu moins bien, mais ça sera toujours mieux fait qu'en EHPAD. Et j'aurais pas aimé que mon père soit en EHPAD, en fait, et je pense que on parlait de dignité tout à l'heure avant l'enregistrement tous les deux, en fait, et pour moi, c'est leur laisser aussi de la dignité, de pouvoir les laisser chez eux, dans leur vie, dans leur zone de confort, parce Hmm. que leur bébé reste quand même une zone de confort, et pas d'être pas dans un EHPAD. Enfin, je dis pas que là, ils mangent de l'heure où ils veulent, mais il y a plus de flexibilité qu'en EHPAD et plus de. Généralement, les gens que je m'occupe, si les familles décident de les mettre en EHPAD, ça dure 6 mois. Au bout de 6 mois, ils sont plus là. Donc, c'est pas. Pour eux, c'est mieux, ils vivent mieux plus longtemps et avec plus de dignité que dans un EHPAD, dans une structure. Quelles difficultés, les blocages que tu rencontres, soit chez les personnes, soit dans le métier que tu fais? Les blocages, ça peut être la. Bah, moi, j'en ai pas trop, en fait. J'ai que des gens qui sont gentils, que je m'occupe, et les familles aussi. Et quand je demande quelque chose, je demande pas grand-chose. Donc, quand je demande, enfin, généralement, je l'ai. Donc, j'ai pas de difficultés, en fait. Est-ce que je pourrais parce que comme on en a parlé en off, tu nous disais que certaines personnes finalement n'avaient pas d'enfants. Est-ce que c'est pas une difficulté justement pour eux et que tu dois peut-être plus rendre un peu plus soin d'eux? Hum, je ne vais pas prendre plus soin de celui qui n'a pas d'enfant ou de celui-là qui va pas vivre seul ou qui va voir sa femme. Enfin, pour moi, je dois m'occuper de tous pareil, en fait. Et donc, non, il y a pas de privilégié. Après, il y a des affinités plus. Il peut y avoir plus d'affinités avec un ancien qu'avec l'autre. Mhm. Mais, mais non, ils sont tous traités à la même égalité. C'est ce que j'allais te dire, c'est le mot égalité qui m'est venu. J'ai Voilà. l'impression que tu aimes bien l'égalité, l'équité pour tous. Exactement. J'aime pas les injustices. Donc non, je fais tous pareil.
Et tu pourrais nous parler un peu de comment tu travailles avec eux concrètement, c'est comment tu fais avec eux, comment tu te... Moi, je connais un petit peu parce que tu es dans notre groupe, donc... Mais peux-tu nous dire comment tu travailles avec eux, comment tu te comportes, comment tu... Oui, En fait, pour les trois quarts, ils vont être tout seuls toute la journée. Donc, en gros, on n'est pas que là pour qu'ils soient propres et qu'ils aillent à manger aussi. On va être un peu le divertissement aussi de la journée, la parenthèse à leur solitude pour certains. Et du coup, on est plus là pour déconner. Ouais, je déconne beaucoup avec eux. Et je les taquine beaucoup aussi. Et, mais du coup, quand j'arrive, s'ils n'ont pas le sourire, enfin, quand je repars, c'est rare quand ils l'ont pas. Sauf le soir quand je vais les coucher. Parce qu'ils n'ont pas tous envie d'aller se coucher. Et pour certains, c'est compliqué. ça peut être tôt, avec toutes les personnes qu'il y a, juste le temps de route. Bah, la première, je la couche à 6h15, donc effectivement, ça fait un peu tôt. Le dernier est couché à 21h30. Ah oui, ça fait quand même, ouais, t'as le temps que tu t'occupes de tout le monde. Il y a combien de personnes âgées là où tu travailles? Alors, je travaille pas dans une structure, en fait. Je travaille en chèque emploi service. Ah, donc tu visites chaque personne en fait. Et je vais chez chaque personne, ouais, chez eux, en fait. D'accord. Et, et du coup, j'en ai 5 et une semaine 5, une semaine 6. Et un D'accord. week-end sur deux, on rajoute 2 personnes. Donc ça fait 8 le week-end. Ah, mais j'ai rigolé parce que ça faisait garde alternée, tu vois. Ouais. Bah, c'est un petit peu ça, en fait, parce qu'il y a il y a ma sœur qui fait ce métier-là aussi. Et quand je suis arrivé en Savoie, j'ai refait ma micro que j'avais fermée en Normandie. Je suis resté à profiter à peine 2 ans des Acédiques parce que j'avais une bonne paye en tant qu'adjoint directeur de restauration. Donc, j'avais 2 000 € d'Acédique par mois. Donc, j'ai pas repris le travail tout de suite. Profiter un peu. Profiter un petit 2 ans, ouais. Et après, j'ai rouvert ma micro, rouvert une entreprise ici en Savoie. Et je prenais plus de plaisir à aller sur les chantiers, donc j'ai arrêté. Et c'est là que ma soeur m'a dit, mais tu t'es occupé de papa? Moi, je suis débordé de travail, tu veux pas venir m'aider? J'ai dit, mais c'était différent, c'était papa, et les autres, c'est pas papa, en fait. Et, fina- Et, et finalement, tu t'habitues à ces personnes que tu t'occupes. ouais, ouais, bah, complètement. Ouais. Puis, même si je pars une semaine en festival chez Dominique, par exemple, et ben, et je vais pas y penser tous les jours, mais il y a des matins où je vais me dire, ouais, j'espère que ça va bien. Et après, je me dis, ouais, de toute façon, si ça va pas, il m'aurait déjà appelé. Mais ouais, tu y penses, en fait. Et, ouais, c'est normal. Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant que tu as vécu avec une de ces personnes? Euh, ouais, avec un aveugle que je m'occupe, ça avait été, il était parti en convulsion, en fait. Et c'est un monsieur qui avait déjà fait un AVC. Et un midi, j'y vais et je lui donne à manger. Et d'un seul coup, par parti en convulsion. Et en fait, c'était une crise d'épilepsie. Et sur le coup, pas serein, en fait, parce que tu te retrouves. Enfin, tous mes patients, ils sont en pleine campagne. Donc, l'hôpital le plus proche de là où ça s'était passé, là, c'était une demi-heure de route. Donc, c'était pas
Pour le coup, tu te fais un peu déborder par la panique et puis tu te dis, ouais, de toute façon, si je panique, là, on va pas s'en sortir. Et du coup, les automatismes, ils reviennent tout seuls. Les- Le brevet de secouriste que j'ai appris quand j'avais 14 piges, un truc comme ça. Oui, quand on reprend son calme, on se rappelle des premiers des gestes. Exactement, ouais. Faire attention à ce qu'il avait pas sa langue, toutes ces, tous ces trucs-là. Tu as juste à le mettre en PLS et puis attendre que ça passe. T'attends que la crise passe et après tu le mets en PLS et t'appelles les secours. Exactement. J'ai l'habitude. Sauf que mettre quelqu'un qui a fait un AVC en PLS, c'est pas facile. Non, oui, je sais. On a du mal à trouver la position pour bien qu'il tienne. Mm, Parce qu'il a tout un côté ils ont qui tout un reste. côté qui est raide. Mm. Mais ça a été. Mais c'était un petit moment de solitude au début. Après, on a beaucoup de gratitude dans ce métier-là par les gens, les anciens, la famille aussi. Les trois quarts que j'ai ont fait des AVC et moi, je les fais tous marcher tous les jours, Mhm. chose que je suis pas censé faire. C'est- c'est- on a besoin du mouvement. Ouais, exactement. Ouais. Si on les laisse toute la journée dans le fauteuil, Bah, tu regardes par, je sais, je vais reprendre par rapport à ton dos, hein, tu sais, qu'est-ce qu'on te dit, même la Sécu, elle te dit, faut que tu bouges, Mhm. faut que tu sois dans Ouais, le... non, Est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais donner à notre audience peut-être pour, j'ai ouais, envie pour de te ceux dire qui- par rapport au thème de la vieillesse, comment l'aborder un peu mieux, comment se... l'alimentation, déjà. Et alors, il y en a plein qui vont pas être d'accord, hein, mais avoir un minimum d'activité physique pour pas, ne serait-ce que marcher, en fait. Pas obligé de faire des marches intenses ou quoi, mais ne serait-ce que marcher pour garder notre forme et notre mobilité le plus longtemps possible. Et, et faire des petits jeux là on est tous un petit peu accro à nos téléphones, donc on a tous des jeux sur les téléphones, mais il y a des jeux qui sont stupides, mais il y a des jeux qui vont faire travailler la matière grise, et ça c'est important aussi pour pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Est-ce que tu as un message que tu aimerais donner à tous nos éditeurs aujourd'hui par rapport aux personnes âgées? Oui, prenez soin de nos anciens, parce qu'un jour ce sera nous les anciens. Donc qu'on va vous clôturer cette belle interview, est-ce que tu as un message fort que tu voudrais transmettre qui nous écoute aujourd'hui, en plus de ce message bien fort déjà que tu nous as dit? Bah non, prendre soin de tout le monde, pas que des anciens, de tout le monde. Être bienveillant avec tout le monde et donner le maximum d'amour qu'on puisse donner et à tout le monde, tout ce qui a forme de vie, pas qu'aux êtres humains. Beau message, je te remercie. Peut-être qu'on aura l'occasion de te retrouver dans une masterclass prochainement, peut-être quand tu auras réfléchi un petit peu. Je l'espère en tout cas, Michael, je suis sûre qu'on va trouver. Oui, je doute pas de vous. Je te dis à très bientôt et À puis bientôt.